Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La plupart d'entre vous le savent déjà, le Centre Pompidou, en tout cas son bâtiment historique, est actuellement en travaux. Jusqu'en 2030, dans ce cadre, le MK2 Bibliothèque accueille la programmation au cinéma du Centre Pompidou ici, grâce à un partenariat avec MK2. Évidemment, on les en remercie grandement. Alors pour notre première saison ici, lorsque nous avons appris que Pedro Almodóvar commençait à préparer son 25e long métrage, nous avons voulu l'inviter à reparcourir avec nous, avec vous, le cheminement qu'il a fait depuis le début des années 80. Donc plus de 45 années de création qui n'a cessé d'allier l'expérimentation, l'inventivité, la radicalité, le goût pour la marge, l'audace bien sûr, et puis aussi le goût de forme, de récit, de personnages accueillants, chaleureux, amples, populaires. Alors cette masterclass exceptionnelle et la rétrospective intégrale de son travail qu'on déploie jusqu'au 26 mai, avec de nombreux invités, dont plusieurs collaborateurs de Pedro Almodóvar. Cette rétrospective intégrale sur grand écran va permettre de retraverser une œuvre dont chaque pièce est à la fois extrêmement singulière et immédiatement reconnaissable. Quand on voit un plan d'un film, on sait immédiatement qu'on est chez Pedro Almodóvar. Et ça, c'est rare, c'est la marque de cinéastes comme Hitchcock, par exemple. Alors, je veux remercier et saluer chaleureusement ici nos partenaires. D'abord, LDCO, la société de production de Pedro Almodóvar. Agustín Almodóvar, son frère et son producteur, qui est avec nous et qui... Levez-vous, Agustín. Agustín qui sera présent demain pour une discussion à l'issue de la loi du désir. Je veux saluer aussi Barbara Perroasso de l'équipe LDCO qui a magnifiquement travaillé avec nous à la préparation de l'ensemble. Et puis, je salue également la présence d'Alberto Iglesias, le compositeur génial des films de Pedro Almodóvar. Alberto Iglesias qui présentera juste après la masterclass Tout sur ma mère. Merci également à l'ambassade d'Espagne et à son service culturel. Je salue notamment la présence de M. Raúl Bartolomé, qui est le ministre conseiller de l'ambassade. Un grand merci à Pathé, le distributeur français des films de Pedro Almodóvar depuis Tout sur ma mère, qui prépare activement la sortie du nouveau film de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, en français autofiction, dont la sélection en compétition au Festival de Cannes vient d'être annoncée et la sortie sera concomitante. Vous pourrez découvrir le film ici, bien sûr. Je remercie également TF1 et Tamasa, qui ont les films précédents de Pedro Almodóvar, et puis l'Hôtel Meurice, notre partenaire. Je veux également saluer le travail remarquable et l'investissement à chaque instant de toutes les équipes du Centre Pompidou, à commencer par celle des cinémas du département Culture et Création dont j'ai la charge, et tout particulièrement Charlène Dinut, la brillante programmatrice de cette rétrospective qui va mener la masterclass avec 6 étudiantes et étudiants qui ont énormément travaillé. Voilà, il est le temps maintenant d'appeler celui que nous attendons toutes et tous. Pedro Almodóvar, s'il vous plaît, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonjour et merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pedro. On est extrêmement heureuse et heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, émus aussi. On se sent très chanceux de pouvoir accueillir Pedro Almodóvar avec vous aujourd'hui. Et je vais être très brève. Je voulais juste expliquer qu'au Centre Pompidou, nous proposons des masterclass avec les cinéastes auxquels nous consacrons des rétrospectives. Et depuis quelques années, nous, les programmatrices, avons décidé de passer le relais et d'inviter, d'accompagner de jeunes gens, de jeunes étudiants en cinéma à s'emparer de cette tâche qui est celle de préparer des questions et de les poser ensuite. Je dois saluer l'exceptionnel engagement des 6 étudiants qui seront avec nous aujourd'hui et qui ont planché avec rigueur et intelligence et talent, même j'ai envie de dire, sur l'œuvre de Pedro Almodóvar. Ils seront 6, donc on se relaiera. Il y a Cadici et Tristan Kaya qui sont en master de cinéma à l'université Gustave Eiffel, Audreyne Buard qui est étudiant en scénario à la FEMIS, Léna Debalme-Uveik, étudiante en master patrimoine et musée à Paris 1, Oscar de Château-Thierry et Maëlys Achard, étudiants tous les deux aux Arts à l'École des Arts Décoratifs. Je les remercie donc infiniment pour leur implication et ne vous cache pas que le plus dur, ça a été de réduire la liste des questions, tant nous avions des choses à demander à Pedro Almodóvar sur les différentes périodes et aussi sur tout ce qui circule entre elles. Je remercie Isabelle Seguela également qui interprète Pedro Almodóvar magnifiquement. On va commencer par montrer, merci encore Pedro Almodóvar d'être avec nous, on va commencer par montrer un premier extrait issu d'un des premiers films du cinéaste, Pépi, Lucie Baume et d'autres filles du quartier de 1980. Merci. Y ahora, nuestro concurso Elecciones Generales, la gran sorpresa de la noche. Elecciones consiste en que el que tenga la polla más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta, será nombrado rey del resto de la noche y podrá hacer lo que quiera, como quiera y con quien quiera. ¿Estáis de acuerdo todos? Bien, el resultado lo dará nuestra maravillosa azafata Pepi. Un aplauso para ella también. Pepi, aquí viene Pepi. Y será también el resultado de multiplicar la longitud por el grosor. Ella ahí, ayudada de su maquinita, nos dará los puntos. ¿Estáis preparados, chicos? A ver ese cigarro. ¿Preparados? ¿Estáis ya los cuerpos a punto? Pepi, tú preparada, ¿verdad? Ah, muy bien. Pues vamos allá con elecciones generales. ¿Dónde vas? Voy a afeitarme. Qué lástima, con lo bien que te sienta la barba. ¿Para el caso que me haces? Roxy. 18 por 6. Tony. 15 por 5. 75. Muy bien. 16 y medio por 6. 90. ¿Qué es esto? Sueño, delirio. ¿Es realidad lo que miro? ¿O es una fascinación? Vale, apenas respiro. Moncho, 20 por 9. 220 puntos. Habéis empezado por lo más escandaloso de mi producción. Vous avez commencé par ce qu'il y a de plus scandaleux dans mon cinéma. Ya.
En este momento yo todavía no sabía hacer cine. Era la primera película y todavía mis conocimientos acerca de la técnica era muy precario. À l'époque, je ne savais pas encore faire de cinéma. C'était mon premier film et mes connaissances de la technique cinématographique étaient vraiment légères. Pero lo que sí está claro es que para mí desde el principio el cine era una fiesta, una gran fiesta. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, le cinéma, dès le départ, ça a été surtout une grande fête. Dans cet extrait de Pépi Lucie Baume et autres filles du quartier, sorti en 1980, vous apparaissez en tant que présentateur d'un concours d'érection générale. Cette scène est d'une provocation tout de même inouïe dans l'Espagne des années 80, sortie à peine du franquisme, et de sa censure cinématographique. Cette façon de vous mettre en scène fait aussi écho à vos tout débuts, quand vous projetiez vos courts-métrages dans des soirées et dans des bars, en les doublant vous-même, accompagnés de cassettes de musique, et en créant ainsi une réelle performance sur vos images. Comme si, dès le début, le cinéma était un espace d'affirmation de soi et de performance. D'ailleurs, dans d'autres de vos films, comme dans Parle avec elle, le spectacle occupe une grande place. Dans ce film, vous filmez en introduction un spectacle de Pina Bausch. Pour vous, qu'est-ce que cela implique de filmer une performance amateur comme professionnelle, qui est déjà une œuvre en soi? Et dans quelle mesure les arts de la scène ont-ils façonné non seulement votre rapport au cinéma, mais aussi à votre manière d'écrire vos personnages et vos films, surtout dans vos premiers films? Bueno, respecto a los Super 8, era la única escuela que yo tuve. Quiero decir, no podía ir a una escuela de cine porque Franco la había cerrado a final de los 60 porque decía que era un nido de rojos. Entonces yo empecé a hacer cine. Me compré una cámara de Super 8 y empecé a aprender a través de las pequeñas películas que hacía de Super 8. Alors c'est vrai, j'ai commencé par filmer des films en Super 8. C'est la seule école de cinéma à laquelle j'ai pu aller, puisque l'école de cinéma espagnole avait été fermée par Franco dans les années 60. Il disait que c'était un nid de rouge, de coco. Et donc moi je me suis acheté une caméra Super 8 et c'est comme ça que j'ai appris à faire du cinéma. Entonces las películas de Super 8 no tenían sonido y como mi intención siempre, mi voluntad ha sido siempre la de comunicar una historia, la de contar una historia del modo más directo. Entonces, a pesar de la precariedad de la proyección de Super 8, yo sustituía el sonido que no había, hacía todos los personajes, doblaba a todos los personajes y contaba también la historia. Porque me parecía que era el único modo en que el espectador podía entender aquellas imágenes. Et donc, mon intention en faisant du cinéma, ma volonté, ça a toujours été de raconter des histoires le plus directement possible. Et donc, malgré la précarité de ces projections de films en Super 8, moi, je remplaçais le son qui manquait en doublant effectivement tous les personnages et en racontant l'histoire. C'était la seule façon pour moi de pouvoir transmettre ces histoires. Bueno, esa era la razón por la cual yo hacía todas las voces y contaba la historia. Et c'est pour cela que je faisais toutes les voix de tous les personnages et que je racontais l'histoire. Y todo eso es previo a Pepi Lucie. Pepi Lucie Baume es una continuación de mi época de Super 8. Et tout ça, j'ai fait avant Pépi Lucie Baume, qui est en fait la suite de ces films que j'ai fait en Super 8. En cuanto a la presencia de espectáculos en mis películas hay muchos directores, algunos son directores de teatro, otros de cine, y en el caso de Hable con ella, yo quería empezar la película con un espectáculo muy, muy emocionante, porque la primera secuencia en sí misma era dos hombres mirando un espectáculo en teatro. Uno de ellos, o sea, los dos están muy emocionados, uno de ellos llora y el otro encuentra muy misteriosas esas lágrimas, le encuentra le sorprende, se pregunta por qué llorará este hombre que hay al lado. Y después, como es un enfermero, le cuenta esta historia a la enferma que está cuidando.
En ce qui concerne la présence du spectacle vivant dans mes films, c'est vrai que j'ai souvent mis en scène des metteurs en scène, justement, soit de théâtre, soit de cinéma. Pour ce qui est du début de Parle avec elle, c'est vrai que ce que j'ai voulu, c'est que la première scène soit un spectacle qui soit vraiment émouvant. Et on voit deux hommes qui sont en train de regarder ce spectacle dans un théâtre, et il y en a un qui pleure et l'autre qui le regarde et qui est très surpris. C'est mystérieux pour lui, il se demande pourquoi cet homme pleure. Et il se trouve que ce deuxième homme est un infirmier et qu'ensuite il va raconter cette histoire à la malade dont il prend soin à ce moment-là. Él está cuidando una chica muy joven que está en coma y que era vecina de él y sabe que esta chica era bailarina o estudiaba baile. Entonces él va a ver todos los espectáculos posibles de baile para después contárselos a ella. Y la razón de la presencia de Pina Bausch era que yo necesitaba algo verdaderamente muy emocionante, muy directo, para justificar que alguien llora. Y me costó, estuve tiempo buscando el espectáculo. Tardé como 3 meses en encontrar, yo necesitaba encontrar un espectáculo que a mí mismo me conmoviera hasta las lágrimas. Entonces, afortunadamente, 3 meses después de estar buscándolo, pude ver Café Müller y me pareció perfecto para hablar con ella. No solo porque a mí me arrebató, me conmovió profundamente, sino que además también en este espectáculo, que son dos mujeres con los ojos cerrados que evolucionan en un café, chocándose con casi todo lo que se encuentra, ¿no? Con las paredes, me parecía la representación más directa o más expresiva de cómo sería o cómo viven las mujeres en coma. Me pareció una metáfora muy directa acerca de las mujeres en coma. Et donc, ce jeune infirmier, en fait, qui s'occupe de cette femme qui est dans le coma, il se trouve que cette femme qui est dans le coma était sa voisine et il sait qu'elle était danseuse. Et donc, il va voir des spectacles de danse pour pouvoir ensuite les lui raconter. Alors, si j'ai choisi ce spectacle de Pina Bausch, c'est parce que j'avais besoin de quelque chose qui soit profondément émouvant et qui aussi soit directement expressif. Et parce qu'il fallait justifier le fait que cet homme se mette à pleurer. Et j'ai cherché longtemps avant de trouver le spectacle. J'ai mis 3 mois à le trouver. Il fallait que ce soit un spectacle qui, moi, me plaise aussi, qui m'émeuve et qui m'émeuve jusqu'aux larmes. Et ça a été le cas de celui-ci. Donc voilà, au bout de 3 mois, j'ai vu ce spectacle Café Müller qui m'a profondément émue, où on voit ces deux femmes avec les yeux fermés qui déambulent dans ce café et qui se heurtent à tous les obstacles, y compris au mur de la salle. Et c'est ce qui m'a paru être la façon la plus expressive de montrer ce que pourrait ressentir une femme qui est dans le coma. Ça m'a paru être une métaphore directe d'une femme dans le coma. Bonjour Pedro Almodóvar. Merci de votre présence, c'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Quand vous étiez enfant, vous collectionnez les images de stars hollywoodiennes présentes dans les emballages de tablettes de chocolat. Vous vous êtes nourri donc littéralement de ces icônes, mais ce sont d'autres icônes que vous avez créées. Les actrices et acteurs de vos films ne correspondent pas tous et toutes à la beauté lisse du cinéma classique, et certains n'ont pas le pédigré de Grace Kelly. Leur physique atypique, leurs origines sociales modestes ou leur identité marginalisée par la société ne vous empêchent pas d'en faire de véritables icônes d'un nouveau genre, adorées parce que elles affirment et elles s'affirment dans leur différence. Votre amour pour le cinéma provient-il en partie de votre désir pour les grandes actrices et acteurs qui ont traversé son histoire? Et avez-vous eu l'intention de faire de vos actrices et de vos acteurs des icônes pour qu'ils et elles trouvent un jour leur place
sur une image de tablette de chocolat? Bueno, yo creo que ahora, exceptuando, me parece que el fútbol, no hay álbumes de cromos en los que se puedan coleccionar imágenes, en este caso de actores. Yo estoy hablando de una época que son los años de mi infancia, los años 50, en que había varias películas que tenían una colección de cromos y que donde también había una gran colección, como aparece en Dolor y Gloria, de los actores más importantes, básicamente de Hollywood. Había pocos europeos. Pero yo creo que y eso se debe, quiero decir, al tipo de cine que se hacía en ese momento. El Star System era el sistema de producción de Hollywood, donde los actores eran casi divinizados. Pero yo creo que después de los años 70, el cine, sobre todo el cine americano y el resto del cine americano, naturalmente también está basado en la fuerza de sus superestrellas, pero no hay esta especie de divinización de los actores, sino que son más humanos o más asequibles al espectador. Quiero decir, por ejemplo, Kristen Stewart es una superestrella. Ahora te la puedes encontrar en París vestida de un modo normal y bueno, habrá gente que le pida autógrafos, pero los actores no están tan sacralizados como en los años 40 o 50, donde los estudios realmente les impedían incluso que tuvieran una vida normal, que la gente pudiera identificarse con ellos como personas. Entonces, yo lo que busco con los actores con los que trabajo, primeramente es que sean los idóneos para los papeles que yo les voy a pedir que hagan. Naturalmente, una vez que los llamo y empezamos a trabajar, existe mi deseo de que se conviertan pues, quiero decir, si no ya en estrellas, pero sí en personas que convenzan al espectador y que a partir de la película se conviertan realmente, sí, quiero decir, naturalmente se convierten en estrellas, únicamente que el estrellato ahora mismo se entiende, está mucho más humanizado que hace 40 o 50 años. Pero, claro, cuando haces una película, pretendes que la película le llegue al corazón del espectador, que sueñe con ella, que sea algo importante en la vida del espectador. Y entonces los transmisores de esa idea, de las principales emociones de las películas, son los actores. Entonces, a pesar de que el cine es el conjunto de múltiples disciplinas, pero el actor es el que porta el mensaje. Son los ojos de los actores los que ves, el rostro de los actores, los cuerpos de los actores. Entonces sí que pretendo, sobre todo, que la película tenga éxito y si tiene éxito, ellos también tendrán éxito. No sé si eso responde del todo a tu pregunta, pero naturalmente que cuando trabajo con alguien espero que se convierta en alguien, en una presencia importante en la vida de los espectadores. Y es verdad que lo he conseguido en muchas ocasiones. Por ejemplo, Antonio Banderas, la primera película que hizo, la primera vez, fue conmigo y después se convirtió en una estrella de Hollywood. Victoria Abril también, o sea, tuvo una carrera posterior a trabajar conmigo muy exitosa. Marisa Paredes, Penélope Cruz. He tenido la suerte de que las personas que han trabajado conmigo han conseguido después un gran éxito personal. Alors d'abord, pour revenir à l'origine de ces petites photos, aujourd'hui ça n'existe plus. Ces albums où on collectionnait ces vignettes, ça n'existe plus, je crois que pour le football. Mais il n'y a plus de ces albums où il y aurait des vignettes avec des photos d'acteurs. Mais c'est vrai que dans mon enfance, dans les années 50, effectivement, ça existait. Et il y avait des collections en fait de ces vignettes pour les films qui sortaient.
Et c'est quelque chose que je montre dans Douleur et gloire également, mais c'est quelque chose qui était surtout très présent et très important dans le cinéma de Hollywood, beaucoup moins dans le cinéma européen. Et il faut dire que ça venait du type de cinéma en fait que faisait Hollywood à l'époque, qui était vraiment basé sur le star system, avec ses productions hollywoodiennes qui reposaient sur quasiment exclusivement sur les acteurs. Et les acteurs étaient véritablement divinisés. Ensuite, à partir des années 70, le cinéma, y compris le cinéma américain, bien sûr, a toujours continué à reposer sur les acteurs, mais les acteurs n'étaient plus ces superstars d'auparavant, de l'époque précédente. Ils n'étaient plus aussi divinisés. Les acteurs sont devenus plus humains, plus accessibles aussi au public. Si je pense à Kristen Stewart, par exemple, c'est une étoile, ça ne fait aucun doute, mais si elle se promène dans les rues de Paris, on va peut-être lui demander des autographes, mais ce ne sera pas comme dans les années 50, parce que ils sont beaucoup plus, les acteurs aujourd'hui sont beaucoup plus humanisés, parce qu'à l'époque, dans les années 40-50, les acteurs étaient véritablement sacralisés et les studios, en fait, dirigeaient leur vie et les empêchaient d'avoir une vie normale. C'était difficile de s'identifier à eux en tant que personne. Alors, moi, en ce qui me concerne, quand je choisis mes acteurs et mes actrices, c'est parce que je pense que ce sont ceux qui sont les plus idoines, les plus adaptés pour le rôle que je souhaite leur confier. Et une fois que j'ai commencé à travailler avec eux, bien sûr, je souhaite qu'ils deviennent des étoiles. Mais il faut qu'ils soient aussi des personnes qui créent un lien avec le spectateur. Donc, ce n'est plus ce star system de l'époque. Comme je le disais, les acteurs sont beaucoup plus humanisés aujourd'hui que dans les années 40-50. Bien évidemment, lorsque je fais un film, ce que je souhaite, c'est qu'il touche les spectateurs au cœur, que les spectateurs en rêvent. Et ceux qui transmettent le message de mes films, ce sont bien évidemment les acteurs. Ce sont eux qui transmettent les émotions de mes films. Ces émotions passent à travers les acteurs. Et les acteurs portent les rôles à travers leurs yeux, à travers leurs expressions, leur visage, à travers leur corps. Et bien évidemment, moi, je souhaite que mes films aient du succès et ça va de pair avec le succès des acteurs. Je ne sais pas si ainsi je réponds exactement à votre question, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque je travaille avec un acteur, je pense que ce qui est important, c'est que cet acteur est une présence dans la vie des spectateurs. Et bien sûr que beaucoup des acteurs avec lesquels j'ai travaillé ont réussi, sont devenus des étoiles, c'est vrai. Antonio Banderas, par exemple, son premier film, il l'a fait avec moi. Depuis, il est devenu une véritable star à Hollywood. Victoria Abril également, elle a eu du succès après avoir tourné avec moi. Marisa Paredes, Penélope Cruz sont tous et toutes devenus des étoiles. Donc personnellement, bien sûr que je souhaite le succès de mes acteurs. Sí, no, y que cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a hacer un casting y empiezas a ensayar la película o estás rodando la película, la preocupación del director realmente no está pensando en convertir a los actores en estrellas. Está pensando en problemas muy inmediatos que tiene que resolver en el rodaje. Y exclusivamente, o sea, todo tu esfuerzo es para que una historia, que es una historia abstracta que tú has escrito, que es una especie de fantasía tuya, cobre vida y cobre una auténtica vida, una vida que consiga también emocionar incluso a la gente que está rodando y, por supuesto, comunicar una historia lo más profundamente posible y de un modo más completo al espectador. O sea, es en principio siempre la gran preocupación de todo el trabajo cinematográfico es acerca de poder
construir esa historia y que esa historia conecte con la mayor cantidad de público posible. Ce que je souhaiterais ajouter, c'est que quand on fait un casting ou qu'on fait les premiers essais ou même pendant le tournage, en fait, en tant que réalisateur, notre principale préoccupation n'est pas de savoir si les acteurs vont devenir des étoiles, mais c'est plutôt de résoudre des problèmes immédiats qui se posent au quotidien pendant le tournage. Et donc, l'effort en fait que fait le réalisateur, c'est un effort pour que l'histoire que l'on porte, l'histoire que l'on a imaginé prenne vie devant nous et puisse émouvoir, y compris pendant le tournage, les gens qui sont sur le tournage. Donc notre objectif, c'est vraiment de communiquer une histoire aux spectateurs. Et c'est ça la grande préoccupation dans le travail cinématographique, pour construire une histoire qui véritablement connecte avec le plus grand public possible. Bonjour Pedro. La fleur de mon secret et Tout sur ma mère comportent chacun une scène de tournage où des médecins se mettent en situation pour mobiliser au don d'organes. Dans vos films, le milieu médical occupe une place de choix, notamment par le biais de la fiction dans la fiction ou par un régime d'image particulier comme dans Douleur et gloire. Le milieu médical est aussi présent dans d'autres de vos films, comme Parler avec elle, où l'intrigue se déroule majoritairement dans une clinique. De quelle façon ce milieu est pour vous un véhicule du drame, une façon d'explorer peut-être l'impuissance de certains personnages ou la puissance d'autres, ou encore de gérer du pathos? Yo creo, desgraciadamente, es muy difícil que la enfermedad no esté presente en la vida de las personas, de un modo cotidiano. Entonces, en mis películas, en efecto, aparecen muchos hospitales y aparecen muchas personas que tienen algún tipo de enfermedad y necesitan de cuidados, tanto de cuidados por parte del entorno humano que les rodea o de los profesionales. Entonces, yo no estoy hablando del pathos realmente, pero estoy hablando de nuestra propia naturaleza y de nuestra propia fragilidad. Y también estoy hablando de lo importante que es el hecho de que en esos momentos, por ejemplo, en La habitación de al lado, ese es el principal asunto de la película, en que el ser humano acompaña a el otro que está enfermo. O sea, acompañar, creo que a mí me parece una de las cosas más importantes que podemos hacer con los demás. Y en mis películas hay muchos seres, muchos personajes que acompañan a los otros en un momento de dolor. Y porque hay ocasiones en que acompañar es lo máximo que puedes hacer por una persona. Y los cuidados en mis películas están muy presentes, como está también el dolor, porque el dolor está presente en la vida de todos nosotros. O sea, yo no creo que haya una familia en la cual alguno de los miembros no padezca algún tipo de enfermedad. Y en mi caso, las enfermedades como otro tipo de acciones dinamizan la acción y también sirven para que el resto de personajes reaccionen a esa situación. Entonces creo que para mí forma parte de la dinámica de contar y de construir unas historias. Para mí sería imposible, por ejemplo, yo creo que contar una historia donde nadie tuviera algún tipo de enfermedad. Me resulta mucho más difícil, por ejemplo, construir una historia donde todo el mundo es feliz, por ejemplo. La familia es feliz, las parejas son felices y no tienen ningún problema. Me parece que no sabría nunca contar una historia sobre seres absolutamente felices.
Hélas, les difficultés, les maladies sont présentes, je pense, dans la vie de toutes les personnes au quotidien. Et c'est vrai que dans mes films, je montre souvent des scènes dans des hôpitaux. Il y a beaucoup de personnages dans mes films qui ont des maladies et qui ont besoin de soins, qui ont besoin des gens qui les entourent, de leur entourage pour les soigner, ou qui ont besoin de professionnels qui les soignent. Mais ça ne parle pas en fait du pathos. Pour moi, cela révèle tout simplement notre nature humaine, notre fragilité en tant qu'être humain. Et c'est important aussi, à quel point c'est important, par exemple, dans la chambre d'à côté, qu'un être humain puisse accompagner un autre être humain qui est malade, l'accompagner dans la maladie. Je pense que, en tant qu'être humain, c'est la chose la plus importante que l'on puisse faire pour autrui. Et souvent, mes personnages accompagnent d'autres personnages qui les accompagnent dans la douleur ou dans la maladie. Et parfois, c'est le maximum que l'on puisse faire pour les autres. Donc c'est vrai, le soin est très présent dans mes films, comme la douleur d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il existe au monde une seule famille où il n'y ait jamais eu quelqu'un qui soit tombé malade. Et dans mon cas, dans mes films, la maladie, comme les autres actions, en fait, est là pour dynamiser l'action du film. Elle sert en fait à ce que aussi les autres personnes qui ne sont pas malades, les autres personnages réagissent à cette situation. Donc pour moi en fait c'est aussi un instrument pour dynamiser la narration, pour dynamiser la construction de l'histoire que je raconte. Et franchement, je pense qu'il est impossible en fait qu'il n'y ait pas de maladie ou de douleur dans la vie des gens. Moi, les histoires de gens qui sont complètement heureux, des familles où tout va bien, des couples parfaitement heureux, où il n'y a jamais de problème, je ne saurais pas raconter ça, en fait. Je pense que je ne saurais pas raconter une histoire où tous les êtres sont absolument heureux. Merci. Nous allons maintenant regarder un deuxième extrait, celui de Volver, sorti en 2006. He soñado tantas veces con esto. Yo también. No sé por dónde empezar. No eres un fantasma, ¿verdad? No estás muerta. No, hija mía, no. Me quitas un peso. Pero si me hubiera muerto, habría vuelto para pedirte perdón por no haberme dado cuenta de lo que te pasó. Estaba ciega. Me enteré el mismo día del incendio. ¿Es cierto que habías dejado a papá? Sí. No podía con más cuernos. La tarde del incendio, tú llamaste y hablaste con la tía. Como siempre, no te dignaste a preguntar por mí. Y yo me enfadé mucho. Y le dije a la tía que eras una descastada. Y como seguía echando pestes, la tía salió en tu defensa. Y me lo contó todo. Que tu padre había abusado de ti. Que te quedaste embarazada. Y que Paula es tu hija y es tu hermana. Yo no me lo podía creer. ¿Cómo pudo ocurrir semejante monstruosidad delante de mis ojos sin que yo me diera cuenta? Entonces lo entendí todo. Entendí tu silencio y tu distanciamiento. Entendí que tu padre se fuera a trabajar a Venezuela, incapaz de asumir la vergüenza de lo que había hecho. Entendí que después de casarte con Paco, te vinieras a Madrid y no quisieras saber nada de nosotros. Yo te odiaba por no haberte dado cuenta de nada, mamá. Y tenías toda la razón, hija mía. Cuando me enteré,
No sabes cómo me puse. Fui a la casilla dispuesta a arrancarle los ojos y me lo encontré durmiendo la siesta con la madre de Agustina. Agotadicos los dos. Ellos no me vieron. Prendí fuego a la casilla. Era un día de viento y en poco tiempo las llamas lo devoraron todo. No les dio tiempo a despertarse. Las cenizas que hay enterradas en tu lugar son de la madre de la Agustina. Sí. Después anduve perdida por el campo unos cuantos días, escondida, como un animal. Dans vos films, la vérité est souvent révélée à travers une mise en scène très précise. Un lieu, un silence, un cadre. Alors que dans nombreux de vos films, vous n'avez jamais eu peur de montrer la violence de manière frontale, dans Volver, les actes les plus terribles, l'inceste, le meurtre, l'incendie, se déroulent tous hors champ ou appartiennent au passé. Lorsque Irène, la mère de Raimunda, réapparaît devant elle, la scène de l'aveu se passe sur un banc public, dans un espace presque vide. D'abord, l'une est assise et l'autre est debout. Les corps se rapprochent tandis que les regards hésitent et se croisent enfin, comme si cette mise en scène accompagnait le mouvement de la vérité qui revient. C'est aussi en partie le cas, par exemple, dans Étreinte brisée, lors de la scène de l'aveu, qui, elle, a lieu au restaurant et qui repose presque entièrement sur la parole. Dans un espace clos, silencieux, filmé en plan rapproché, Judith révèle à Matteo qu'elle a trahi son amour pour Lena en donnant à Ernesto l'adresse de leur refuge. Comment imaginez-vous ces scènes d'aveu et pourquoi choisir parfois de remplacer le choc visuel par la puissance de la parole mise en scène? Sí, en efecto, muchas de los sucesos más importantes que ocurren en mis películas están narrados por los actores. C'est vrai, beaucoup des choses les plus tragiques qui se produisent dans mes films sont en fait racontées par les personnages. O sea, incluso en escenas como en Kika, cuando Victoria Abril habla sobre todas las catástrofes que están ocurriendo en la ciudad, no mostramos, y es un programa de televisión, no se muestra ninguna imagen, sino Victoria Abril vestida por Jean-Paul Gaultier, representando una especie de catástrofe glamurosa, porque es lo que significa el vestido, pero sin embargo yo confío más en la palabra que en poner las imágenes de un programa que está hablando de lo peor del día. Alors c'est vrai que même dans Kika, par exemple, il y a cette scène où Victoria Avril est en train de décrire toutes les catastrophes qui se produisent dans la ville à ce moment-là. Et elle est présentatrice de télévision, donc c'est un programme de télévision. Et néanmoins, je n'ai pas voulu montrer les images. Je montre Victoria Avril habillée par Jean-Paul Gaultier qui raconte ces catastrophes de façon glamour, à travers aussi les vêtements qu'elle porte. C'est vrai que moi, je fais confiance aux mots pour raconter les situations dramatiques. No, y en general, esa es la explicación para, por ejemplo, escenas como esta que acabamos de ver. Yo planteo la película como, quiero decir, Penélope Cruz teniendo una vida con muchas dificultades, no tiene ninguna relación con su madre en el pasado, etcétera. Quiero decir, cuento toda una historia, pero al final tiene la oportunidad de encontrarse con su madre, que pensaba que estaba muerta, y confío más en los monólogos. Realmente los monólogos pertenecen más al teatro que al cine, pero sin embargo yo confío mucho más en los actores y en la capacidad de transmitir la historia a través de la palabra. O sea, me parece más interesante que Carmen Maura hable de ese día que va al campo, encuentra en la cabaña a su marido con otra mujer, la prende fuego. Yo particularmente disfruto más dirigiendo a la actriz contando todo esto que mostrando la escena en el campo.
De igual modo, también el caso de incesto del que se habla es mucho más duro de demostrar en imagen y también es más delicado porque estás hablando de una menor. Entonces, en ese caso es mucho más conveniente que sea el propio personaje el que lo explique. Pero todo esto, en definitiva, lo que demuestra es mi fascinación por los actores y también que entre todas las opciones narrativas que se te ofrece en una película a través de la imagen, yo siempre elijo al actor. Para mí el actor es lo esencial en todas mis películas y también en el modo de contar la historia. Et donc ça explique aussi la scène que nous venons de voir à l'instant à l'écran, quand Pénélope... En fait, le film Volver, le film raconte la vie de Pénélope Cruz, qui a une vie très difficile, qui n'a plus de relation avec sa mère depuis longtemps, qu'elle croit morte, et ça raconte cette histoire-là. Et puis à la fin, il y a cette opportunité pour elle de retrouver sa mère, et il y a ces échanges de monologues, je dirais. Le monologue appartient plutôt au théâtre qu'au cinéma, mais moi, je fais plutôt confiance à mes acteurs, en fait, en leur capacité à transmettre une histoire à travers les mots qu'ils prononcent. Et en l'occurrence, Carmen Maura, qui raconte tout ce qui lui est arrivé cet après-midi-là, qu'elle est allée à la cabane, qu'elle y a trouvé son mari avec une autre femme, qu'elle y a mis le feu. Moi, je prends plaisir, en fait, à diriger cette actrice qui raconte cette histoire plutôt qu'à filmer une scène dans les champs. Pour ce qui est de la scène de l'inceste, c'est beaucoup plus dur à mettre en image. C'est très délicat parce que ça fait intervenir une mineure. Donc, c'est aussi souhaitable que ce soit le personnage qui le raconte. Mais c'est vrai que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux faire aux acteurs. Et parmi toutes les options cinématographiques parmi toutes les options que permet le cinéma, que permettent les images, moi, je choisis de montrer les acteurs. Et pour moi, les acteurs sont vraiment essentiels dans mes films. Ils sont essentiels aussi dans ma façon de raconter les histoires. Je remercie Léna, Audrun et Tristan, et je fais un petit changement de plateau, donc j'invite les 3 autres étudiants à nous rejoindre. Et donc on accueille Oscar, Maëlys et Kadi. Je crois que c'est Oscar qui va commencer. Alors bonjour Pedro. Bonjour Pedro. De Pépi, Lucie Baume et Les autres filles du quartier, sorti en 1980, à La chambre d'à côté, sorti en 2024, les couleurs dont vos films ont beaucoup évolué. Dans La fleur de mon secret, par exemple, éclairé par Alfonso Beato, les compositions sont tranchantes, la lumière est découpée et les couleurs créent de grands contrastes entre les personnages. Les couleurs existent aussi dans vos films grâce à des objets et aux costumes, une écharpe verte avec un pull rouge, un mur bleu. Cette place de la couleur dans votre cinéma s'explique aussi par le climat dans lequel vous réalisez vos premiers films, la censure morale et esthétique installée par le régime de Franco. Merde. Aujourd'hui, la couleur a peu à peu disparu de notre vie quotidienne et effacée par une standardisation des teintes pour plaire au plus grand nombre. Dans un essai, l'artiste David Batchelor s'interroge sur la place de la couleur dans les sociétés occidentales. La dévalorisation de la couleur dans l'art et la culture passe par un imaginaire bien particulier. Elle est perçue comme triviale et dangereuse, et souvent associée au kitsch, ne peut pas fonctionner avec une idée élitiste de l'art. À partir de cette réflexion, vous apparaissez comme l'antithèse de tout cela. La couleur et les formes dans vos films me semblent avoir bien plus qu'un effet esthétique et narratif. Elles ont une fonction, comme un objet.
Mettre la couleur au centre de votre travail est-il une manière de redéfinir ce qu'est l'art, en effaçant alors les frontières entre l'art, les arts décoratifs et l'art populaire? Cuando estoy rodando, me siento, cuando estoy preparando sobre todo la película, me siento como un pintor, como un artista plástico. Únicamente que en vez de, o sea, los colores están en los objetos. Entonces, lo primero que hago es decido cómo viste la actriz, por ejemplo, qué tipo de pelo lleva, todo esto también que tenga que ver con su personaje. Después, una vez vestida, la hago sentarse sobre diferentes sofás para decidir el sofá. Y después del sofá decido la pared. Entonces, de algún modo quiero decir, es como si estuviera pintando únicamente que con elementos de 3 dimensiones. Alors, lorsque je prépare un tournage, je me sens un petit peu comme un peintre, comme un artiste d'art plastique. Et pour ce qui est des couleurs, elles sont essentiellement présentes dans les objets, dans mes films. Alors, la première chose que je fais, c'est que je choisis les vêtements de l'acteur ou de l'actrice principale, la façon dont elle va être coiffée. Il faut évidemment que ça corresponde au personnage. Puis, je la fais asseoir sur un divan. Je change de divan et puis ensuite je décide la couleur du mur qui sera derrière ce divan. Donc je me vois un peu comme un peintre mais qui peint en 3 dimensions. Es decir, los colores para mí es un elemento esencial a la hora de narrar una película. Y yo creo puedo encontrar diferentes razones además de las puramente estéticas. Las primeras películas que recuerdo eran en Technicolor y el Technicolor, los colores son muy vibrantes, muy explosivos y de algún modo yo creo que irracional son los colores con los que yo me formé, me eduqué y cuando ya me convierto en director intento llegar a los colores del Technicolor, que era el resultado de mezclar diferentes sustancias químicas, líquidos químicos. Ahora es imposible porque no existen, pero yo intento acercarme todo lo que puedo a esos colores vibrantes de mi infancia. Después hay una explicación que yo he pensado en ella, es un poco más, es menos literal que esto, pero por ejemplo, mi madre durante muchísimos años vistió de negro, porque en La Mancha existe la cruel costumbre, la cruel tradición de llevar el luto, pero de llevar el luto incluso desde que son niños de 3 años. En el caso de mi madre, el primer luto fue de 3 años. Poco a poco, esto se lo oí contar a una amiga, pero yo no lo sabía. Poco a poco mi madre fue enlazando diferentes lutos y total que hasta que no tuvo como 20 y tantos años, no tuvo acceso al color. Y esto se lo comentaba a una amiga y yo estaba al lado oyendo con mucha curiosidad porque no sabía nada de esto. Y entonces también le dijo que cuando estaba embarazada de mí, pero yo estaba al lado, estaba llevando un luto. Entonces yo creo que la explosión de los colores en mis películas es la respuesta que mi madre engendró a una tradición tan brutal como condenar a la gente a que vista de negro casi de por vida, porque mi madre, bueno, te estoy hablando de los años, en este caso serían 40 y 50, pero es una costumbre que afortunadamente ya no hay. Y yo creo que desde el vientre de mi madre creó una respuesta a ese negro al cual había estado condenada durante tanto tiempo. La couleur, en fait, est un élément absolument essentiel dans la narration de mes films, et ce pour de multiples raisons, outre, bien évidemment, les raisons esthétiques.
En fait, moi, les premiers films que j'ai vus, c'était des films en Technicolor, où les couleurs sont extrêmement vives, ce sont des couleurs explosives. Et c'est donc sur ce Technicolor, en fait, et sur ces couleurs-là, que je me suis formée. Et en tant que réalisateur, j'ai voulu, je crois, rechercher ce même résultat, le résultat du Technicolor. Évidemment, aujourd'hui, c'est impossible parce que ces couleurs-là étaient obtenues avec des mélanges de produits chimiques qu'il est impossible de reproduire aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre explication qui est peut-être moins directe. C'est le fait que pendant des années, ma mère a été obligée de s'habiller en noir. Il y a une tradition dans la région de La Mancha, d'où je viens, qui est une tradition extrêmement cruelle, qui oblige à porter le deuil pendant très longtemps et dès le plus jeune âge, dès l'âge de 3 ans. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, ma mère, en fait, a porté le deuil dès l'âge de 3 ans et pratiquement jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est une amie à elle qui l'a dit un jour devant moi. Moi, je ne le savais pas. Elle lui a dit, mais toi, tu as porté le deuil, tu as été habillée en noir pendant toutes ces années, y compris quand tu étais enceinte de celui-ci, dit-elle en me montrant. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est en réaction à ce noir du deuil que j'ai voulu que mes films soient une véritable explosion de couleurs. C'est peut-être la réponse que ma mère a donnée à cette tradition cruelle et brutale qui date des années 40-50. Comme je le disais à l'instant, c'est une tradition qui, heureusement, aujourd'hui n'existe plus. Et c'est peut-être cette réponse qu'elle a voulu donner, y compris quand j'étais dans son ventre, qui fait que maintenant, j'ai cette couleur dans mes films. Y yo creo que el color también está muy relacionado con los personajes de los que hablo. Son personajes que atraviesan situaciones exageradas. Entonces, el color es, o sea, ese tipo de colores son los que mejor representan el tipo de personajes barrocos y excesivos que hay en mis películas. Y también, cuando empecé a hacer cine, yo no he hecho nunca una película naturalista. O sea, no trato de que en la pantalla veamos los colores del naturalismo, los colores reales. Trato de huir del realismo. Para mí era muy importante que a la hora de hacer una película, o sea, el espectador tiene que conectar con ella, tiene que creérsela. La película necesita comunicar una verdad, pero a través del artificio. Entonces, nunca haré ni he hecho una película naturalista, y en ese artificio es donde, o sea, para mí hacer cine, la realidad, por supuesto, que es muy importante. Cuando digo que no hago una película realista, la realidad es esencial. Pero lo que me interesa como director de cine es la representación de esa realidad. Entonces, en esa representación caben todos estos tipos de colores que no son los inmediatos en la vida real de las personas. Y también, la última razón ya, yo me formé en los años 60 en la cultura pop, tanto inglesa como americana, y la coloración también de mis películas pertenece también a ese estilo. La couleur dans mes films est toujours bien sûr liée aux personnages ou aux situations que traversent ces personnages et qui sont toujours des situations très exagérées. Et je pense que c'est la couleur qui représente le mieux ces personnages qui sont, comme je le disais, à la fois baroques et exagérés. Jamais je n'ai fait de film naturaliste et donc les couleurs en fait que je mets dans les films que j'écris ne sont pas des couleurs de la réalité. Moi, je fuis le réalisme. Bien sûr, il faut que le spectateur puisse croire dans l'histoire
Il faut qu'il y trouve la vérité, mais cette vérité, en fait, moi, je la montre à travers les artifices du cinéma. Donc, je crois que je ne ferai jamais de film naturaliste. La réalité, bien sûr, elle est essentielle. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de la représenter. Et les couleurs sont un des vecteurs qui me permettent de la représenter. Et puis, la dernière raison pour laquelle j'emploie toutes ces couleurs, c'est parce que je me suis formée dans les années 60 avec la culture pop, essentiellement anglaise et américaine. Et je crois donc que la coloration de mes films, elle vient aussi de ces styles-là. Hola Pedro, muchas gracias. Dans Madres Paralelas, sorti en 2021, Yanis souhaite faire exhumer les corps d'anciens habitants de son village natal, dont celui de son grand-père, tous fusillés par les partisans de Franco. Pour ouvrir la fosse commune et leur donner une sépulture digne, elle demande à Arturo, anthropologue judiciaire, de l'aider. Comme si l'on assistait à un tombeau cinématographique, elle lui montre sur son ordinateur les portraits photographiques des 10 fusillés du village, en prononçant pour chacun leur prénom et leur nom de famille. En rendant à ces hommes leur nom et leur visage, cette séquence leur rend aussi leur dignité. L'attention de Yanis semble aussi être la vôtre. D'abord, on se demandait si ces portraits sont historiques, ceux d'hommes morts sous les balles du franquisme. Par ailleurs, pourquoi était-ce important pour vous de présenter leurs photos et leurs noms au cinéma? Dans un film comme celui-ci, pouvez-vous nous dire quelle place occupe le travail de recherche et de documentation? Sí. Y quiere saber si es un hecho histórico, esos retratos de esos hombres, si son verdaderamente hombres que han sido matados durante el franquismo, y por otra parte, si ha sido importante para ti presentar sus fotos, dar sus nombres, y qué lugar ocupa para hacer este tipo de películas o este tipo de escenas, qué lugar ocupa el trabajo de investigación, de documentación, para hablar de las fosas comunes. Sí, el problema de las fosas comunes, desgraciadamente, es un problema que España, la sociedad española, todavía no ha solucionado. Es una deuda que tiene con las familias de los muertos que yacen en fosas comunes. Es una deuda que no ha liquidado todavía, a pesar de que hace más de 80 años que ocurrió la guerra. Le problème des fosses communes, hélas, n'a pas encore été véritablement résolu par la société espagnole. C'est une dette historique que nous avons vis-à-vis de ces morts qui reposent dans les fosses communes, et c'est une dette qui n'a pas encore été soldée, bien que 80 ans soient déjà passés. Y es algo que a mí me preocupa mucho, porque creo que hasta que no abran todas esas tumbas, y hay casi 100.000 desaparecidos, que son muchísimos para una guerra que ocurrió hace tanto tiempo, creo que hasta que no se consiga abrir, y no parece que lo vayan a conseguir de inmediato, la guerra civil sigue presente, de algún modo. Moi, c'est un sujet qui me préoccupe énormément, parce que je pense que tant qu'on n'aura pas exhumé ces corps qui reposent dans ces fosses communes, il y a encore aujourd'hui plus de 100 000 disparus. C'est beaucoup pour une guerre qui est vieille de 80 ans. Tant qu'on n'aura pas ouvert ces fosses communes, et il ne semble pas que ça puisse se faire prochainement, la guerre civile, en fait, restera présente en Espagne. Es un asunto que está muy presente, o está presente en la sociedad española, porque naturalmente hay toda una parte de nuestra sociedad, los españoles que son de derechas o ultraderecha, que están en contra de abrir estas fosas,
porque piensan que abrirían nuevas heridas, y es al contrario. Es decir, es una cuestión de humanidad. Es simplemente que los familiares puedan enterrar dignamente a sus muertos y tengan un lugar donde ir para ponerle unas flores o relacionarse como quieran. Pero es esencial, y hay mucha gente que ha estado esperando encontrar los restos de sus familiares y se han muerto sin encontrarlos. Es una cuestión meramente humana. Entonces, es un tema que me preocupaba y por eso lo integré en Madres Paralelas. Y, en efecto, el trabajo del personaje de Yanis, yo hablé con distintas asociaciones. Algunas se dedican exclusivamente a la exhumación, que lo hacen equipos de todo tipo, lo hacen todo gratis. Y fue una documentación muy emocionante, porque te encontrabas tanto a estos equipos especializados en exhumación, como también hablé con personas, con ya nietos, porque ya las generaciones van desapareciendo. Ahora son los bisnietos de los desaparecidos los que están buscando los restos de sus familiares. Por eso, si no se hace ahora, después va a ser tarde, porque ya es demasiado lejos. Y hablé con muchos de ellos. Y bueno, me ratificaron algo que yo ya me imaginaba también por mi propia vida. En las casas, los padres, los abuelos, los tíos, aquellas personas que tuvieron alguna relación con la guerra civil, no hablaron nunca de ella. Entonces había un silencio patológico, por miedo también a las represalias. Y yo recuerdo en mi casa nunca se habló, y mi padre fue a la guerra, nunca se mencionó la guerra. Y por eso ha tardado tanto los herederos, que ya empezaron como a principios de este siglo, ya eran los nietos los que estaban empezando a buscar a sus seres queridos, los restos de sus seres queridos, y ahora ya son los bisnietos. Porque desde la guerra hasta, digamos, el año 2000, ha habido un silencio patológico en todas las casas, en las escuelas, en los lugares donde se discuten la realidad de una sociedad, han estado ausentes. Y es un problema, como te digo, que todavía a día de hoy no está resuelto. Hay una ley de memoria histórica, pero que está siendo, pero que es muy difícil llevar a cabo. Naturalmente, en esto tiene muchísima importancia una importancia capital el hecho de que España en los últimos 5 años tenga un partido de ultraderecha muy explosivo, y que naturalmente es una fuerza que impide que todas estas gestiones se agilicen. Donc cette question des fosses communes est une question qui est extrêmement présente dans la société espagnole et qui touche également au fait que les Espagnols de droite ou d'extrême droite, en fait, sont tout à fait contre le fait que l'on ouvre ces fosses communes. Ils ont peur, disent-ils, que cela puisse rouvrir de vieilles blessures. Moi, je pense que c'est tout le contraire, et je pense aussi que c'est une question d'humanité pour que les proches de ces personnes disparues puissent enterrer leurs restes dignement, puissent avoir un lieu où se recueillir, un lieu où déposer une fleur, ou en tout cas avoir un lien avec ces personnes. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et il y a encore beaucoup de gens qui recherchent les personnes disparues. Donc, comme je le disais, c'est vraiment pour moi une question d'humanité.
Et ce que je dis dans Madres Paralelas, justement, c'est parce que c'est un thème qui me préoccupait. C'est pour cela que je l'ai mis dans le film. Et vous avez raison de cette scène où on voit le personnage de Yanis en parler. En fait, tout ça, je me suis appuyée pour tout ça sur des associations avec lesquelles j'ai parlé. J'ai parlé avec ces responsables d'associations qui s'occupent des exhumations et je dois dire qu'elles ont des équipes qui travaillent absolument bénévolement. Et donc ma recherche, ma documentation en fait s'est faite à travers ce que j'ai pu voir dans ces associations que j'ai trouvé extrêmement émouvant, à travers les rencontres que j'ai faites des équipes spécialisées dans les exhumations, mais aussi les rencontres que j'ai faites des personnes qui recherchaient les restes des disparus. Et aujourd'hui, ce sont des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants des personnes disparues qui les recherchent. Et si on n'ouvre pas ces fosses communes très rapidement, eh bien, ce sera trop tard. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec toutes ces personnes, tous ces proches des disparus, qui m'ont confirmé quelque chose que j'avais pu constater moi-même dans ma vie. C'est-à-dire que dans les maisons, chez les gens, dans les foyers, les pères, les grands-pères, les oncles qui ont participé à cette guerre civile n'en ont jamais parlé. Et il y avait un silence pathologique qui s'était installé, en partie par peur des représailles. C'était le cas aussi chez moi, dans ma maison. Mon père avait fait cette guerre et il n'en a jamais parlé. Et il y avait donc ce silence qui s'était installé. Et aujourd'hui, les descendants en fait des disparus ont besoin que la lumière soit faite, que ce silence s'arrête. En fait, depuis la fin de la guerre civile jusqu'à l'an 2000, comme je le disais, le silence était vraiment un silence absolu, pathologique. On n'en parlait nulle part, ni dans les maisons, ni dans les écoles, ni dans les lieux publics où on pourrait avoir un débat public sur ces événements qu'a connus notre pays. Et aujourd'hui, comme je le disais, le problème n'est toujours pas résolu, même si une loi sur la mémoire historique a été adoptée, mais elle est difficile à appliquer. Et pourtant, je pense que c'est absolument capital, en fait, pour notre pays, pour l'Espagne. Comme je le disais, il y a le problème de l'extrême droite. Au cours des 5 dernières années, l'extrême droite a connu une forte montée et c'est une force qui empêche de mettre en œuvre cette loi plus rapidement. Merci. On va présenter à présent un extrait de Atame, de Attache-moi. Perdona. Cuidado con los botines. Oye, que acabo de hablar con el productor y me ha dicho que a su mujer le gusta el sofá y quiere quedárselo. Bueno, ¿y qué? Porque teme que con la matanza de Tessa final se lo manchéis de sangre y se lo arranquéis con el cuchillo. Alguna gota caerá. Es difícil acuchillar a una chica sin que caiga una gota de sangre. Claro, se lo he dicho. Habla tú con él. O sea que no quiere sangre. Claro que quiere sangre. Por un tubo, pero no en el sofá. No hay problema, Lola. Cambiaré el final. Tú no cambias nada. Nunca me gustó. Te gusta mucho ese final. Pues lo voy a cambiar. Marina. ¿Tienes los nuevos diálogos? Ahora te los doy ahora. Mira, Máximo, yo lo único que quiero es que tú hagas tu película. Y no hay derecho que porque a la mujer del productor se le ponga la pipa al coño que quiere el sofá, tengas que hacer concesiones. No haré concesiones, Lola. Se me ha ocurrido un final mucho mejor. Marina, no vas a morir. Yo te salvaré. ¿Ya no me acuchillan? No. Qué pena, ya me había hecho la idea. ¿Y cuál es el nuevo final? ¿Te importa aguantar el dolor un poco más? No, ¿por? Porque esa expresión que te da el dolor de muelas le va muy bien a la escena. Ah, bueno, si ya la tengo. Gracias, tesoro. Este hombre acaba con mi carrera en producción, ¿eh? Pues conmigo es el director que mejor se ha portado. Oh, y mejor que quiere portarse. Ese es el problema. Y yo no sé cómo, sabiéndolo, Marina, te has quitado las bragas. Oye, guapa, ¿eso qué tiene que ver? Pues mucho, porque él te mira y se inspira. Entonces quiere salvarte y me lo cambia todo. Alors
Alors, bonjour Pedro, merci pour cet échange enrichissant et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui dans la salle. Dans notamment la mauvaise éducation, les récits de vos films traversent souvent des situations tragiques, ponctuées de nombreux rebondissements. Pourtant, vos personnages finissent presque toujours par trouver une forme d'issue, heureuse, si ce n'est apaisée pour eux. Cette issue vient délivrer aux personnages une sorte de morale propre à leur image. Cela fait penser à l'extrait de Attache-moi, que nous venons de voir, sorti en 1990, où le réalisateur du film décide soudainement de sauver son actrice au moment du tournage. L'expérience vous a-t-elle donné une certaine liberté par rapport à l'écriture de scénario ou à la manière de mener un tournage? Ressentez-vous le besoin de sauver vos personnages? Yo en los rodajes suelo llevar ya las escenas muy ensayadas con los actores. Quiero estar seguro de lo que vamos a hacer delante de la cámara. Pero eso no me impide que una vez que tienes todo preparado, la energía de estar rodando a veces me inspira y adapto en el último momento diálogos, no ya situaciones, pero sí diálogos. Entonces digamos que sí improviso en los rodajes a pesar de llevar todo muy preparado. Pero hay que estar, quiero decir, el rodaje es una cosa que está viva, entonces tienes que aprovechar que a veces ocurren cosas inesperadas y entonces tienes que integrarlas porque además son cosas que están vivas. Moi, chaque fois que je tourne une scène, en fait, j'ai fait de nombreuses répétitions avant avec les acteurs parce que je veux être sûre de ce qu'on va faire au moment où la caméra se met à tourner. Mais ça ne m'empêche pas d'improviser grâce à l'énergie du tournage, en fait, qui peut m'inspirer des choses au dernier moment. Et donc, je peux effectivement, au dernier moment, adapter plutôt des dialogues que des situations. Donc, je peux improviser pendant le tournage, même si j'arrive avec un scénario qui est extrêmement préparé et ficelé. Mais le tournage, c'est quelque chose de vivant, et donc il faut profiter des surprises qui peuvent apparaître pendant un tournage et qui sont aussi des choses vivantes qu'on peut utiliser. Y después, en cuanto a los personajes, trato sobre todo de explicarlos lo más posible. Y sobre todo, si son personajes complejos, si son personajes como en Hable con ella, que realmente es un psicópata, porque va a violar después a la chica que está en coma. Ese tipo de personajes, sobre todo, me esfuerzo en explicarlos exhaustivamente porque son seres humanos, para que el espectador los entienda. Porque lo último que puede hacer un director o un narrador es juzgar a los personajes. O sea, yo no los juzgo, los pongo en situaciones a veces muy extremas, porque bueno, eso forma parte de la tensión de lo que estás contando, pero trato de, como digamos, hay un momento en que te haces amigo de los personajes. Entonces, si bien no solucionas toda su vida, porque yo ya he planteado un guión complejo donde tienen demasiadas cosas que superar, pero sí trato de que recorran un camino desde el principio hasta el final y que al final de la película estén en mejor situación que cuando empezó la película. Pour moi, en fait, ce qui est important dans la narration que je fais, c'est que j'essaie toujours d'expliquer les personnages. D'autant que mes personnages sont souvent complexes. Par exemple, dans Parle avec elle, le personnage principal, c'est un psychopathe qui finit par violer la jeune fille. Et donc, moi, ce que je m'efforce de faire, c'est d'expliquer de façon exhaustive ces personnages, parce que ce sont des êtres humains. Et parce
parce qu'il faut que le spectateur puisse les comprendre. En tant que réalisateur ou en tant que narrateur, je pense que la dernière chose à faire, c'est de juger les personnages. Moi, je ne les juge jamais, d'autant que je les mets dans des situations extrêmes et que c'est ce qui fait la tension du récit. Mais c'est vrai que je finis par devenir amie de mes personnages. Alors bien sûr, je ne vais pas trouver une solution à leur vie, résoudre tous leurs problèmes, d'autant que, comme je le disais, mon scénario leur donne déjà assez de fil à retordre, mais ce que je fais, c'est les accompagner sur un chemin et j'essaye effectivement de faire en sorte qu'à la fin du film, ils soient dans une situation meilleure que celle dans laquelle ils étaient au début. Merci. Enfin, dans notamment La mauvaise éducation, sortie en 2004, Roulietta, sortie en 2016, ou encore La chambre d'à côté, sortie en 2024, les fantômes du passé ont place centrale dans le récit via les nombreux recours au flashback qui entrecoupent le présent tout au long du film. C'est presque, on peut dire, l'une de vos marques de fabrique. Aussi, avec Douleur et gloire, sorti en 2019, le personnage d'âge mûr lui permet littéralement de retrouver son passé. Il se met tout à coup à l'héroïne comme une folie de jeunesse. Cette décision lui ouvre aussi son futur, puisque cette enfance évoquée en flashback est également celle du prochain film qu'il va tourner. Est-ce que les fantômes entretiennent la jeunesse et permettent de créer un lien avec le fait d'être jeune? Finalement, est-ce que pour avancer, il faut revenir en arrière? Sí, es cierto que en mis películas hay muchos flashbacks, porque muchas de las cosas que les ocurren a mis personajes tienen su origen en el pasado, como por ejemplo lo que acabamos de ver también en Volver. Y bueno, se trata de que los personajes tienen memoria y esa memoria hay que explicársela al espectador. Pero es verdad que la memoria te mantiene unido a todo lo que fuiste, a tu juventud y a otras épocas de tu vida. La memoria es muy importante. Alors c'est vrai que dans mes films, il y a beaucoup de flashbacks, mais c'est aussi parce que ce qui arrive aux personnages trouve souvent son origine dans leur passé, comme c'est le cas dans la scène de Volver qu'on a vue tout à l'heure. Et les personnages ont une mémoire de leur passé qui permet aussi d'expliquer aux spectateurs ce qui se passe, ce qui leur arrive. Et c'est vrai, la mémoire permet en fait de garder ce lien avec la jeunesse. C'est quelque chose de très important, la mémoire, dans la vie. Dans La chambre d'à côté, sortie en 2024, Ingrid voit la porte de la chambre de Martha fermée. Elle pense qu'elle est morte et finit anéantie sur la terrasse. Mais Martha descend et ce n'était que le vent qui avait claqué la porte. Pour Ingrid, ne pas voir devient savoir, mais c'est en réalité une erreur. En l'assimilant à la mort qu'on ne veut ni ne peut regarder, vous jouez autant avec Ingrid qu'avec le spectateur. Le hors-champ est donc au cœur du film. Comment l'avez-vous appréhendé? Sí, por un lado, quiero decir, la muerte es una de las protagonistas de la película. Y planteo también dos modos de asumirla o de acercarse. Un modo muy valiente, que es el de Tilda, que dice que si ella comete ese suicidio, se adelantará a la muerte y vencerá de algún modo a la muerte. Y el problema de Julianne Moore es el contrario, que tiene un miedo casi infantil a la muerte. Entonces, representarla era muy importante en la película. Cómo representarla y para mí, en efecto, la presencia de la puerta roja es muy importante, porque desde que ellas acceden a la casa, lo primero que ve Tilda Swinton es una puerta roja al fondo y ella ya sabe, es como si esa puerta le estuviera diciendo: este es el lugar donde vas a morir. Ella ya decide que esa puerta es la puerta de la habitación donde va a morir.
Y por otra parte, esa puerta también se convierte en el símbolo de la muerte o la vida. Desde el momento en que le dice a Julián que cuando encuentre la puerta cerrada significará que ya lo ha hecho, y mientras esté abierta significa que todavía está viva. Se me ocurrió, ¿no? Es muy práctico para la narración desde el primer momento la presencia de esa puerta, pero también incluso a la hora de narrar la muerte de Tilda. Lo hice, traté de demostrar cómo se prepara ella. Y se prepara porque es un modo de luchar contra la idea de la muerte toda la película. Y su modo de luchar contra esa idea es primeramente maquillarse, ponerse lo más guapa posible, y después el resto casi lo hago a través de una elipsis. Simplemente vemos un chorro de agua que cae sobre un vaso y ya está explicado todo lo que hay que explicar. Cuando llega Julián, ve que no está en su habitación, pero ve que ha ido al launcher, a la hamaca, para respirar por última vez el aire de la tarde y la brisa que le gusta mucho. No sé, fue desde el primer momento, desde que se me ocurrió la presencia de esa puerta roja, me ayudó mucho a contar sin que se vieran específicamente lo que está haciendo Tilda. Uno llega a esas conclusiones, pues, no sé, a través de la inspiración, no sé. Alors c'est vrai que la mort est l'un des personnages de ce film ma préoccupation c'était de montrer les deux façons en fait d'appréhender la mort ou de regarder la mort, la regarder en face courageusement comme le fait Tilda qui décide de se suicider et ainsi, en se suicidant, elle vaincra la mort. Et puis, la façon de Julianne Moore, qui est tout à fait l'inverse, parce qu'elle a une peur quasiment infantile de la mort. Et la question que je me posais, c'était comment la représenter ? Alors pour moi, la présence de cette porte rouge est extrêmement importante. À partir du moment où elles arrivent dans cette maison, dans la forêt, et où Tilda voit cette porte rouge, en fait, c'est aussi symbolique de ce qui va lui arriver. Elle sait que c'est là qu'elle va mourir. Et elle décide d'ailleurs que c'est derrière cette porte, dans cette chambre, qu'elle va mourir. Donc cette porte, c'est à la fois le symbole de la mort et de la vie. D'un côté de la porte, il y a la mort, de l'autre côté, il y a la vie. Et puis, pour Julianne aussi, cette porte est un symbole, puisque Tilda lui dit tant que la porte est ouverte, c'est que je suis vivante. Si elle est fermée, c'est que je ne le suis plus. Et donc, c'était aussi une façon pratique, en fait, pour la narration de la présence de cette porte. Une façon de montrer, de narrer la mort. Et la manière dont Tilda également essaye de lutter contre cette idée de la mort. C'est d'ailleurs le centre du film, c'est comment lutter contre l'idée de la mort. Et pour Tilda, eh bien, il s'agit de se maquiller, de se faire belle. Et puis tout le reste, en fait, je ne le montre pas, c'est une ellipse. On voit juste qu'elle remplit un verre d'eau. On voit Julianne qui la cherche et qui la retrouve dans un hamac ou dans une chaise longue en fin de journée, en train de respirer la brise de cette fin de journée. Donc voilà, dès le départ, en fait, la présence de cette porte rouge a été vraiment très importante et m'a beaucoup aidée à raconter ce qu'on ne voit pas, ce que fait Tilda en réalité. Et comment m'est venue cette inspiration, je ne sais pas. La voix humaine de Cocteau traverse votre filmographie.
C'est en effet la pièce qui est jouée par Tina et Ada dans La Loi du désir, réalisée en 1987. Pepa, dans Femme au bord de la crise de nerfs, réalisée en 1988, en rappelle aussi l'image la plus forte, celle d'une femme pendue à son téléphone. Et vous avez finalement tourné La Voix humaine en 2020 avec Tilda Swinton. La pièce de Cocteau avait déjà été adaptée au cinéma par Rossellini avec Anna Magnani. Mais là où votre version est étonnante, c'est qu'elle rompt avec le sentimentalisme mélodramatique exacerbé contenu dans la pièce d'une femme rendue épave par l'amour, incapable de se tenir en boule dans sa douleur. A contrario, vous choisissez de l'incarner par une femme au physique et aux gestes glaciaux, qui cherche à tout contrôler, mais qui est en réalité enfermée dans un décor qui l'entrave. Pourquoi avoir fait ce choix de mise en scène à contre-pied du personnage d'origine? Sí, Cocteau escribió, me parece que en los años 30, La voz humana. Y si uno lee ahora el texto, notas que ha envejecido. Pero incluso el corto que rodó Rossellini con Anna Magnani también ha envejecido. Es decir, la mujer ahora mismo no se comporta de ese modo. No es una mujer que está pidiendo perdón continuamente, que todo el tiempo está diciendo eso es mi culpa. Quiero decir, hay una supeditación del personaje femenino que me parece lo opuesto a una mujer contemporánea. Entonces yo en efecto, a mí el texto me ha obsesionado porque aparece, como tú dices, en varias de mis películas. Aparece en La ley del deseo, aparece también como el origen del personaje de Pepa en Mujeres al borde de un ataque de nervios, y después finalmente hice el corto con Tilda Swinton. Entonces cuando volví a leer ahora el texto de Cocteau, mi reacción fue muy distinta a cuando vi 30 años antes el corto de Cocteau. Cuando lo vi por primera vez a mí me apasionó, pero ahora mismo si uno aborda el texto de Cocteau, creo, o por lo menos yo lo quería hacer así, tienes que abordarlo desde otro punto de vista más actual y más contemporáneo. Entonces mi idea fue convertirlo en la historia de una venganza. Esa mujer está enloquecida de dolor porque no acaba de asume, pero le duele demasiado el abandono de este amante y en las condiciones en que lo hace. Entonces decide prenderle fuego a la casa. Y no solo prenderle fuego, sino está hablando con él por teléfono y le dice: ¿ves un poco de humo acerca? Mira hacia dónde vivíamos nosotros. Una vez que está mirando, ¿ves un poco de humo? Bueno, pues soy yo la que está ardiendo. Es un acto total de venganza y de victoria también sobre la ausencia del hombre que la abandona. Y en el otro sentido, la película es un experimento. Es un experimento que no tiene nada que ver con, digamos, con las reglas habituales de un rodaje. Quiero decir, no hay raccord. Es un personaje que aparece con un vestido, después aparece con otro. Al ser un corto, te tienes menos compromiso con la realidad. Entonces, lo que más me atraía era, lo rodamos en un momento de la pandemia, o sea, en que todos estábamos confinados. Mostrar a una mujer que está confinada en el decorado de su casa, pero después visualmente me atraía muchísimo la idea de mostrar lo que es el otro lado del decorado, toda la construcción de maderas, pero no solo ya descubres que el artificio del decorado donde está la protagonista, sino que te vas alejando y descubres que ella misma está en otro espacio cerrado que es el estudio donde están rodando. Y esto me permitía a veces poner la cámara, por ejemplo, muy alto. Hay un plano donde se ve a Tilda histérica por la casa, en que parece que es un ser atrapado en una casa de muñecas. Entonces, todo eso me parecía que abundaba en la idea de que es una mujer prisionera, en este caso, de un sentimiento y prisionera del dolor
del abandono de este hombre. Pero intenté, sobre todo, al ser un corto, experimentar formalmente, y porque siempre me ha gustado mucho lo que hay detrás de las construcciones. Pero en una película es muy difícil mostrarlo, es raro ponerte a mostrar cómo está hecho el decorado. Pero en esta yo me permití que podría hacerlo, y en efecto era algo muy expresivo con respecto a la propia película y también al personaje, que está recluso en 2 confinamientos. Y yo, al contrario que en la obra de Cocteau, ella, una vez que incendia la casa, se abre la puerta, llegan los bomberos y ella sale al exterior, sale con el perro, lo cual es una victoria absoluta de esa mujer, se libera saliendo a la calle. No sé qué pensaría Cocteau si la ve, pero bueno, es un modo de traer el texto de Cocteau a nuestros días. Cocteau a écrit La voix humaine dans les années 30 et je dois dire que quand on relit ce texte aujourd'hui, il a un peu vieilli, tout comme d'ailleurs le court-métrage de Rossellini avec Anna Magnani. En fait, les femmes d'aujourd'hui ne se comportent plus comme les femmes d'autrefois, comme on le voit dans le texte de Cocteau avec Anna Magnani, où la femme passe son temps à demander pardon, à dire c'est de ma faute. Cette subordination des personnages féminins, elle ne marche plus aujourd'hui. Elle est contraire à la société et aux femmes d'aujourd'hui. Alors c'est vrai, vous avez raison, ce texte de Cocteau apparaît dans plusieurs de mes films. C'est un peu une obsession puisqu'il est dans La loi du désir. Il est aussi à l'origine du personnage de Pepa dans Femme au bord de la crise de nerfs. Et puis finalement, pour aboutir à ce court-métrage avec Tilda Swinton. Lorsque j'ai relu le texte de Cocteau, je dois dire que je n'ai pas eu du tout la même réaction que lorsque je l'avais lu la première fois ou que lorsque j'avais vu le court-métrage de Rossellini. Je crois qu'aujourd'hui, il fallait aborder ce texte d'une façon beaucoup plus actuelle, et c'est pour cela que j'ai eu l'idée d'en faire une histoire de vengeance, finalement. Alors on voit cette femme qui effectivement est folle de douleur, mais en même temps qui est pendue au téléphone et qui dit à l'amant qui l'a abandonnée et qui l'a rendue folle de douleur à cause de cet abandon, elle lui dit tu vois la maison où on habitait, tu vois la fumée qui en sort, eh bien c'est moi qui viens de mettre le feu. Donc c'est un acte de vengeance et c'est une victoire en fait sur cette absence de cet homme. Et puis l'autre chose que j'ai voulu faire avec ce court-métrage, c'était un peu une expérience. Je n'ai pas suivi les règles habituelles du cinéma et du court-métrage. Par exemple, il n'y a pas de raccord. Elle porte différentes robes. Et donc, du fait que c'était un court-métrage, j'avais moins besoin d'être engagée vis-à-vis de la réalité. Et puis, il faut dire que ce court-métrage, je l'ai tourné pendant la pandémie. Donc, il y a aussi cette idée du confinement. Et c'est vrai que c'est cette femme qui est confinée déjà dans un décor et dans cette maison qui est en fait un décor. Et puis, visuellement, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Je trouvais intéressant de pouvoir montrer l'envers du décor, justement, avec les poutres, les morceaux de bois qui tiennent les décors. Et ça a quelque chose d'artificiel, mais je trouvais que cet artifice était vraiment intéressant. Et puis elle est doublement enfermée. Elle est enfermée dans le décor et puis après on s'aperçoit qu'elle est enfermée aussi dans le studio de tournage. Et il y a un moment où la caméra est en hauteur et où on voit un plan de Tilda absolument hystérique qui parcourt cette maison et on dirait un petit personnage dans une maison de poupée. Et
et c'était ça l'idée en fait que je voulais transmettre, l'idée d'une femme qui est prisonnière de ses sentiments, prisonnière de sa douleur. Et puis en même temps, je voulais faire cette expérience du point de vue formel, parce que ça m'a toujours intéressée de voir et de montrer ce qui est derrière, l'envers du décor. Mais évidemment, dans les films, ça ne peut pas toujours se faire, ce serait bizarre. Mais là, je me suis permis de le faire parce que je trouvais que ça permettait d'être expressif à la fois pour le film et aussi pour le personnage, avec ce double enfermement, ce double confinement. Et puis il faut dire qu'à la fin, contrairement à ce qui se passe dans le texte de Cocteau, elle ouvre la porte, les pompiers arrivent et elle sort triomphalement avec son chien et elle part dans la rue, et ça c'est sa victoire en fait. Elle est libérée. Elle est partie dans la rue. Alors je ne sais pas ce que Cocteau dirait s'il voyait ce film. Pour clore la masterclass, Pedro Almodóvar, son équipe et Pathé Film nous font le grand cadeau de nous montrer la bande-annonce en avant-première du dernier film de Pedro, dont on vient d'apprendre qu'il serait donc en compétition cannoise. Donc on va montrer la bande-annonce maintenant avant de remercier Pedro. Creo que terminó el guión. ¿Estás contento? Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé. Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no? Hace 5 años que no hago una película. No me ha salido nada que me arrebate. Soy incapaz de concentrarme. Solo puedo escribir de lo inmediato. Va a ser muy confesional. Trataré de que sea lo menos posible. ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta? Hay un personaje que se parece a ti. Pero no eres tú. Me gusta inspirarte. La isla me ha sentado tan bien. Me alegra haber venido a eso. Me gustaría hacer una tercera película. Disfruta de las cosas, sal de casa, vive. No todo es escribir y hacer películas. Para mí sí. Lo que necesitas es una buena fiesta. Y cocaína y una cena estupenda. He leído tu guión. ¿Y de qué irá? De 2 mujeres en una isla volcánica. ¿Una soy yo? ¿Cómo te has atrevido? Y no me gusta que escribas sobre nosotros. Pero ya sabes cómo es la ficción. Esto no es ficción. Autoficción. ¡Y una mierda! Piensa en el dolor de las dos, no pienses solo en tu guión. Está bien, Santi, no pienses tú ahora. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente. Pero como no quites esa parte del guión, te haré la vida imposible. Te has vuelto loca. Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz. Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. Podréis verla el día 20 o 21 de mayo, así que espero que os haya atraído lo suficiente el tráiler. Vous pourrez voir le film le 20 ou le 21 mai, alors j'espère que vous avez été suffisamment accrochés par ce que vous venez de voir. Eh bien, avant de retrouver... je ne sais pas si ça marche, mais avant de retrouver le compositeur de beaucoup de films de Pedro Almodóvar, à savoir Alberto Iglesias, excusez-moi, je vous invite à remercier chaleureusement, très chaleureusement Pedro, qu'on retrouvera demain. Merci beaucoup Pedro Almodóvar. Merci beaucoup, merci, vraiment.